On est prêt à commencer ce webinaire spécial CEPMB. Donc, je me présente, mon nom est Catherine Réaume, je suis coordonnatrice aux communications marketing chez Fibrose Kystique Canada au Québec. Donc, merci énormément d'être là à ce webinaire spécial CEPMB et qui sera aussi au sujet des recommandations de Fibrose Kystique Canada. Pendant le webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions sur le sujet et en apprendre plus sur les actions que vous pouvez poser concrètement pour aider la communauté FK. Donc, merci de prendre le temps d'être là ce soir. Merci également aux personnes qui ont soumis des questions à l'avance. Et je tiens à remercier nos précieux donateurs grâce à qui on peut présentement faire autant de défense des droits. Avant de débuter, j'aimerais préciser certaines choses, certains aspects techniques. Donc, vos micros sont tous coupés pour éviter les sons qui pourraient vous déranger et nous déranger. Et si vous voulez poser une question, dans le fond, je vous invite à aller l'écrire dans la petite boîte Q&A qui est dans le bas de votre écran. On va faire de notre mieux pour y répondre aujourd'hui. Si on n'a pas la réponse, si on n'a pas le temps d'y répondre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos recherches et on va pouvoir répondre sur le site web de Fibrose Kystique Canada dans la section qui est sur le CEPMB. Ensuite, si vous souhaitez revoir la présentation ou la partager à quelqu'un, elle est présentement enregistrée, elle va être disponible sur notre site web aussi. Donc, je vous présente nos deux merveilleux panélistes aujourd'hui. Donc, on a Dr. John Wallenberg, qui est notre directeur en chef des activités scientifiques chez Fibrose Kystique Canada, ainsi que Olivier Jérôme, qui est directeur général régional au Québec, donc toujours pour Fibrose Kystique Canada. Donc, au cours de la prochaine heure, on va faire un résumé des recommandations adressées par FK Canada au CEPMB. Ensuite, on va parler des mesures prises par Fibrose Kystique Canada et les possibles mobilisations pour la communauté. Et on va pouvoir répondre aux questions qui vont nous être soumises aujourd'hui et aux questions qui ont été soumises d'avance. Donc, j'inviterai maintenant Dr. John Wallenberg à vous présenter la position de Fibrose Kystique Canada sur les lignes directrices du CEPMB, ainsi que les recommandations qu'on a formulées. Merci, Catherine. Bienvenue tout le monde. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, un peu le contexte pour commencer. Depuis que les nouvelles lignes directrices forestières ont été publiées le 19 juin, nous avons pris le temps de consulter nos conseillers, des experts du domaine et des groupes de patients pour comprendre l'impact de ces lignes directrices qu'ils auront sur l'accès de Trikafta ainsi que les futurs médicaments. On a aussi participé à plusieurs webinaires de différents groupes qui ont aussi été très informatifs. Les lignes directrices provisoires sont de nature complexe et technique. Et nous voulions avoir une position mûrement réfléchie et élaborée pour une réponse solide. Le mardi 28 juillet, nous avons transmis au CEPMB notre position et nos principales recommandations. Nous sommes d'avis que les lignes directrices comprennent quelques dispositions qui pourraient permettre à l'accès à Trikafta, mais nous craignons qu'elles aillent trop loin. Nous avons formulé plusieurs recommandations qui nous paraissent essentielles pour garantir l'accès à Trikafta le plus rapidement possible. Alors, la première recommandation, dans le but de ramener les coûts des médicaments à des niveaux plus raisonnables, Fibrose Kystique Canada exhorte le CEPMB à procéder par étapes, en commençant par modifier les pays des comparaisons. Tous les autres changements destinés à réduire encore les prix devraient être suspendus jusqu'à ce que CEPMB ait déterminé les répercussions sur la première phase et que l'incidence des nouveaux critères économiques ait été évaluée minutieusement par une tiers partie indépendante. Notre recommandation numéro 2, dans le but de rendre des médicaments innovants plus accessibles aux Canadiens qui en ont besoin maintenant, Fibrose Kystique Canada demande au CEPMB de remplacer immédiatement la date limite d'approbation appliquée par Santé Canada aux médicaments de transition par une date limite de demande. Ainsi, les fabricants auront jusqu'au 2 janvier 2021 pour demander un numéro
d'identification plutôt que d'en obtenir un numéro d'identification du médicament. Troisième recommandation, on recommande qu'il soit confié à une tierce indépendant la tâche d'évaluer l'incidence des nouveaux critères économiques sur la disponibilité des médicaments au Canada dans le but précis de déterminer si, quand et comment il convient d'appliquer ces nouveaux critères économiques aux médicaments innovants de précision et aux normes. Tant que ce travail n'aura pas été mené et que l'utilité de ces mesures n'aura pas été démontrée, il convient de n'adopter aucune mesure de ce type. Finalement, la quatrième recommandation, Fibrose Kystique Canada invite le gouvernement fédéral à exiger du CEPMB qu'il établisse sans délai, de concert avec les autres organismes compétents, un mécanisme officiel destiné à faire participer de manière significative et continue les représentants des patients à ces processus décisionnels et à ces travaux, afin que les patients aient la possibilité de faire entendre leur voix, exprimer leurs préférences et d'être adéquatement représentés. Il existe dans de nombreux pays de comparaison au Canada des conseils consultatifs de patients qui s'attachent à améliorer l'accès aux médicaments pour eux-mêmes et pour autrui. Maintenant que le CEPMB tiendra compte de la valeur économique de la vie des patients, les patients doivent également avoir leur mot à dire sur la valeur de leur vie. Merci énormément, John, pour cet excellent résumé. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment Fibrose Kystique Canada s'assure que ces recommandations-là qui ont été faites au CEPMB soient entendues par eux. Puis aussi, comment est-ce qu'on permet à la communauté de s'impliquer afin de faire changer les choses? J'inviterai Olivier à répondre à cette question-là. Merci, Catherine. Bien, écoute, on prévoit une série de mesures là, pour qu'on continue à maintenir la pression, puis on a vraiment, vraiment besoin de l'aide de la communauté pour amplifier toutes nos voix. Premièrement, là, on invite la communauté à se joindre à nous pour demander au CEPMB de donner suite à nos recommandations là, telles que John vient de les énumérer. On a mis en ligne un modèle de lettre afin que les membres de notre communauté puissent envoyer plus facilement et aisément, sans trop chercher leurs mots, leur français, leur soutien à nos recommandations, puis pour porter nos observations à l'attention du CEPMB avant la fin de la période de consultation qui va se terminer là, le 4 août. Donc, ensemble, pour être plus efficace, plus rapide, avec plus d'impact. Notre lettre, d'ailleurs, a déjà été téléchargée là, depuis hier plus de 1000 fois. Puis, on sait qu'elle a été soumise plus de 250 fois par courriel au CEPMB. Donc, c'est déjà très bien parti et on souhaite que ça fasse effet boule de neige, là. Deuxièmement, on souhaite lancer prochainement une campagne de sensibilisation auprès des députés. On vient de le faire là, un peu plus tôt avant cette espèce de blitz pré-consultation CEPMB, mais il faut continuer. Il faut reprendre le travail auprès des députés fédéraux, mais aussi effectuer un certain maillage avec nos représentants provinciaux, parce que ça a beau être un programme national, il y a un impact local, régional, provincial à travers tout le pays. Et troisièmement, Fibrose Kystique Canada prépare actuellement une lettre destinée aux manufacturiers, à Vertex Canada, pour souligner le travail considérable accompli jusqu'ici par nous, par vous, la communauté. Tout ça pour l'accès à Trikafta au Canada et pour inviter Vertex à agir urgemment. Super, merci beaucoup, Olivier. Maintenant, on va répondre à quelques questions qui nous ont été posées par courriel, donc avant le webinaire. Première question, une question essentielle, ma foi. Qu'est-ce que c'est le CEPMB, donc le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés? Qu'est-ce que c'est cette bête-là? Je pense qu'Olivier aurait une réponse pour nous. C'est beaucoup de lettres, mais c'est un acronyme qui signifie Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Donc, c'est un organisme indépendant dont la principale mission est d'établir le montant maximal auquel les manufacturiers et les entreprises peuvent vendre leurs médicaments en sol canadien. Parfait. Puis, pour Trikafta, dans le fond, qui est le mot sur toutes les lèvres de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire dans l'accès à Trikafta, le CEPMB? Quel rôle a-t-il à jouer? Alors, le CEP,
comme a dit Olivier, il fixe le montant maximal lequel une entreprise peut vendre un médicament au Canada. Les nouveaux changements proposés entraîneront une baisse de prix des médicaments environ entre 45 et 75 dans quelques calculations encore plus que ça. Ce qui fait en sorte que le Canada va être un marché moins attirant pour les médicaments innovants. Mais en plus, remarquez, ça donne une baisse de prix entre 45 et 75 et un champ d'incertitude là-dedans qui est très important. C'est la différence, il y a une 30 c'est une différence entre une vente de 300 $ ou 200 $. C'est très important. Alors, ça crée une atmosphère ou un certain contexte d'incertitude et l'industrie n'aime pas ça. Nous, quand on a demandé à la société Fairtex pourquoi ils n'avaient pas présenté une demande d'approbation auprès de Santé Canada, elle a invoqué le caractère changeant et imprévisible du contexte réglementaire. Parfait. Et avant de passer à la prochaine question, juste vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions dans la boîte Q&A qui est dans le bas de l'écran. Gênez-vous pas, on est là pour y répondre. Donc, prochaine question. Qu'est-ce qui pousse le CEPMB à apporter ces changements-là? C'est quoi les raisons? Bien, on a dit plutôt là, par définition que le CEPMB était un organe indépendant, souvent au sein de l'environnement gouvernemental fédéral, mais il y a quand même une prémisse qui est dictée par des intentions qui étaient très claires par le gouvernement en poste actuellement, qui était d'établir les fondements d'un programme national d'assurance médicaments, le fameux National Pharmacare. Donc, le CEPMB a été invité justement à moderniser ses politiques, à revoir ses algorithmes, sa façon de faire, justement pour créer un contexte qui irait dans cet établissement prochain d'un régime pan-canadien d'assurance médicaments, un peu comme on le connaît ici au Québec. Et c'est bien ce point-là qui, à bien des égards, explique une partie des problèmes soulevés par les modifications de CEPMB. Le CEPMB vise à faire en sorte que le système canadien fonctionne un peu comme les régimes nationaux d'assurance médicaments, National Pharmacare, comme a dit Olivier, dont les modifications proposées s'inspirent. Toutefois, le système canadien est très différent des systèmes nationaux d'assurance médicaments. En effet, comme Kim a souvent dit, il ressemble davantage au système non réglementé aux États-Unis. Il y a des dizaines de payeurs publics et des centaines de payeurs privés, essentiellement des compagnies d'assurance qui proposent une assurance médicaments dans le cadre de programmes d'avantages sociaux. Il n'est pas possible d'établir pour tous les médicaments un système de contrôle de base des prix basé sur une formule, en espérant qu'il soit pareillement efficace pour l'ensemble de ces médicaments. Cela vaut particulièrement pour les médicaments destinés au traitement des maladies rares, pour lesquels il a déjà été prouvé que les mesures pharmacoéconomiques souhaitées par le CEPMB ne fonctionnent pas vraiment. À mon avis, le CEPMB mène une expérience sociale massive qui combine plusieurs facteurs pharmacoéconomiques de façon nouvelle, qui les applique à un système complètement différent de ce qui avait été prévu et dans lequel les Canadiens serviront de cobayes. Nous pensons que cette approche est trop risquée. Tout à fait, John. Puis je rajouterais ici, dans un contexte québécois, le fait que ce qui est à l'origine, c'est un souhait d'un National Pharmacare et on l'a entendu, le Québec pourrait utiliser une sorte de veto pour dire on veut se retirer du National Pharmacare. On a déjà la RAMQ, notre système à 2 payeurs qui fonctionne très bien. Cependant, on peut peut-être se retirer du National Pharmacare, mais on ne peut pas se retirer de l'influence qu'aurait le CEPMB sur le marché canadien et donc par défaut sur le marché québécois. Donc, c'est de facto, on va connaître cet impact-là dans notre province au Québec, car on ne peut pas se retirer du CEPMB. C'est un point intéressant, Olivier, et c'est un peu particulier pour le Québec. C'est un bon point. Et aussi, dans le fond, si on revient à cette question-là du National Pharmacare, donc du régime national d'assurance médicaments,
parce que là, il n'est toujours pas en place et on pourrait se retirer ou non. Mais dans la mesure où est-ce qu'il serait en place, est-ce que ce régime-là faciliterait l'accès à Trikafta? Mais en fait, non. L'intention est très noble, puis on le voit, je pense qu'au Québec, on a déjà notre régime à deux payeurs, donc que ce soit le régime provincial ou votre payeur privé à travers votre assurance groupe. Ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas ça qui allonge la liste des médicaments qui sont nécessairement couverts par la RAMQ. Je veux dire, il y a quelques années, même il y a quelques mois, on défendait encore un accès opportun à la génération de modulateurs précédente, comme Orkambi ou autre. Donc, ça ne veut pas dire que s'il y a un National Pharmacare, on va avoir plus d'accès aux médicaments issus de l'innovation. C'est encore plus important dans un contexte de maladies rares, parce que cette espèce d'achat de masse n'est pas nécessairement possible dans un contexte de maladies rares comme la fibrose cystique. Et bon, c'est sûr et certain que le gouvernement fédéral a mis dans ses lettres de mandat suite à son élection l'implantation d'une stratégie pan-canadienne en maladies rares, qui pourrait peut-être amener certains mécanismes pharmaco-économiques à prendre en compte le contexte tout à fait particulier des maladies dont l'incidence est plutôt faible. Mais encore là, on est loin du jour où tout ça est en place. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on va avoir un National Pharmacare qu'on aura accès à Trikafta demain. Ça ne veut pas dire parce qu'on aura un CEPMB qui va être, somme toute, plus modéré que Trikafta sera disponible. Donc, il faut continuer de maintenir la pression. Et on le fait très bien, que ce soit la communauté fibrokystique, que toutes les communautés de patients. Donc, on continue nos actions, comme on l'a dit tout à l'heure, et quiconque souhaite participer à l'effort, vous êtes invité à se joindre à nous. Là, en tout temps, vous pouvez nous contacter là, par courriel. Vous pouvez aller voir sur notre site web, contacter nos bureaux de Montréal ou encore écrire à notre adresse là, qui va directement à l'équipe de défense des droits, là, au advocacy@cysticfibrosis.ca. Donc, il faut continuer. Il faut continuer. Tout à fait. Donc, de là aussi, l'importance, c'est d'envoyer une lettre, donc d'utiliser le modèle de lettre qui est présentement sur notre site web. Dans la section sur le CEPMB sur notre site, je mettrai le lien, dans le fond, dans la chat room pour que vous puissiez aller envoyer une lettre. Par exemple, si Trikafta est approuvé par Santé Canada demain matin, une fois que c'est approuvé, combien de temps il faudrait attendre avant que les patients puissent avoir accès à ces médicaments-là? Ça peut être long. En fait, c'est tout un chemin de croix que le processus d'accès aux médicaments au pays. Donc oui, il y a Santé Canada, c'est la première approbation. Santé Canada qui va dire si le médicament est sécuritaire pour les Canadiens, en fait, si le médicament peut passer la frontière. Mais ensuite, il y a plusieurs autres étapes, plusieurs autres évaluations qui sont faites. Ça peut prendre de 2 à 5 ans, même voire plus. C'est sûr qu'en ce moment, nos pressions, on tente de mettre de l'avant que le médicament fasse l'objet d'une évaluation prioritaire par Santé Canada, ce qui raccourcirait sans doute assez considérablement cette durée-là. Mais encore une fois, si on regarde Kalydeco, qui est un modulateur du gène CFTR des générations précédentes, plusieurs patients, plusieurs familles attendent toujours d'avoir accès pour certaines mutations, même si ce médicament-là a reçu l'approbation par Santé Canada il y a plus de 6 ans. Donc, c'est un système qui est lourd. C'est plusieurs étapes. Il y a la sécurité, ensuite, il y a la promesse thérapeutique au niveau des technologies de la santé. Ensuite, il y a l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne qui vont établir une certaine négociation des prix. Ensuite, à même les provinces, il y a un autre palier de négociation qui arrive avec ensuite des recommandations ici au Québec de l'INES, à savoir si telle ou telle indication peut être couverte par la RAMQ. Donc, dans un contexte comme la fibrose cystique, qui est une maladie évolutive, malheureusement, qui n'a pas de cure à ce jour, les personnes qui s'en sont atteintes ne peuvent plus attendre. Donc, déjà que c'est un certain labyrinthe, quand à l'étape 1 de ce processus-là, on sent déjà qu'il y a un ralentissement à cause de mesures administratives, c'est très frustrant, puis on ne peut plus attendre.
Tout à fait. Puis la frustration se fait sentir aussi beaucoup au niveau de la communauté. On l'attend, ce médicament-là, avec impatience. Et John, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres médicaments brevetés en attente d'approbation comme ça? C'est Santé Canada qui évalue et approuve un certain nombre de médicaments pour différentes maladies au cours d'une année. À notre connaissance, Santé Canada n'examine actuellement aucun médicament breveté contre la fibrose kystique. Pour connaître les études en cours sur la fibrose kystique, il est possible de consulter notre outil de recherche pour les essais cliniques. Vous y trouverez la liste des médicaments faisant actuellement l'objet des essais cliniques. Plus que la phase est tardive, par exemple 1, 2 ou 3, plus que le médicament se rapproche à la possibilité d'être soumis aux fins d'approbation. Les médicaments des études de phase 4 sont déjà sur le marché. En plus, on peut aussi, pour les mêmes affaires, on peut regarder, il y a d'autres sites aussi pour chercher ce qui est dans le pipeline pour fibrose kystique aussi. Parfait, merci de l'information. Et dans le fond, aujourd'hui, avec les tests génétiques, les patients atteints de fibrose kystique, est-ce qu'ils vont avoir l'occasion d'essayer des nouveaux médicaments et d'en évaluer les effets sur la maladie? Bonne question. Le programme de thérapie individualisée de fibrose kystique qu'on a en notre collaboration avec l'Hôpital pour enfants malades, ou Sick Kids ici à Toronto, eux autres, ils élaborent actuellement une plateforme qui permettra de prédire en laboratoire les réponses d'une personne à un médicament avant même lui exposé au médicament. Cette plateforme-là permettra à l'industrie de déterminer les médicaments à privilégier pour telle ou telle mutation et aidera les médecins à choisir les meilleurs médicaments pour la patiente. Cette plateforme est encore loin de pouvoir l'utiliser dans le cadre clinique, mais il y a d'autres outils aux fonctionnalités du même genre qui sont également en cours de développement, par exemple, en Europe. Les essais cliniques sont en fait un moyen excellent pour les patients de contribuer à la mise au point de nouveaux médicaments. Et bien que ce ne soit pas leur objectif principal, les essais offrent aussi aux Canadiens un moyen d'accéder rapidement aux thérapies de pointe et les plus innovantes qui sont en cours de développement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le réseau Fibrose Kystique Canada, études cliniques accélérées interrégionales, ou FK-Éclair, offre aux Canadiens atteints de fibrose kystique la possibilité de s'inscrire à des essais. Récemment, le réseau s'est élargi pour inclure d'autres centres donnant une meilleure couverture géographique, si bien que plus de 60% des Canadiens atteints de fibrose kystique peuvent désormais prendre part à des essais cliniques par le biais de leur clinique. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre médecin ou consultez notre site web. Enfin, vous pouvez aussi trouver des renseignements en anglais en vous rendant sur le site web de la Cystic Fibrosis Foundation aux États-Unis. Ils ont un bon Clinical Trial Finder là-bas, même si on en phase sur les essais cliniques qui se passent aux États-Unis, ou en consultant le base des données des essais cliniques de Santé Canada, ou encore accédant le site web clinicaltrials.gov. C'est très important, les essais cliniques. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de stigmas. Il y a encore beaucoup d'idées préconçues sur les études. Et malheureusement, je pense qu'on pourrait faire un webinaire que sur l'importance des essais cliniques dans la trajectoire de soins de tous les patients, que ce soit en fibrose kystique ou dans tout autre champ thérapeutique. C'est à considérer, c'est à voir, parce qu'il faut comprendre que le Trikafta de demain, il était il n'y a pas si longtemps en études cliniques. Le Orkambi d'aujourd'hui a été il n'y a pas si longtemps en études cliniques. Et même chose pour les médicaments qui sont encore en phase 1 ou phase 2. C'est un moyen d'avoir accès à ces générations par le biais de vos centres de soins. Nos cliniciens font aussi des essais cliniques. Parlez-en à vos médecins. Renseignez-vous à cet effet. Tout à fait. Puis du point de vue... Oh, pardon. Je vais rajouter que... Allez-y, Catherine. Merci. Du point de vue des patients aussi, les essais cliniques, c'est très apprécié. Le commentaire qu'on a souvent, c'est que ça les amène à prendre en charge encore plus leur maladie, mais aussi d'avoir le sentiment d'aider la communauté
en faisant ces essais cliniques-là. C'est juste un petit point que je voulais ajouter. C'est pour ça, c'est vrai qu'il y a un certain stigma. J'avoue que je ne le comprends pas tellement bien. Puis je dis en plus, Olivier, c'est pas juste les nouveaux médicaments, mais aussi quelque chose comme Trikafta. Il est encore en essai clinique parce que là, il a passé la cape pour les jeunes adultes et les adultes, mais il n'est pas encore prêt pour les enfants. Alors, les essais cliniques, même pour Trikafta, continuent pour les âges plus bas. Tout à fait. Je vais réaligner un peu nos questions vers ces fameuses lignes directrices-là du CEPMB. Donc, les lignes directrices qui sont sorties ne semblent pas tenir compte du tout de la stratégie visant les maladies rares, qui est pourtant mentionnée dans le rapport Hoskins, pardon si je le dis moins bien, qui est le rapport sur la mise en place d'un régime national d'assurance médicaments. Est-ce que le CEPMB pourrait se lancer dans cette direction-là, dans cette voie-là d'une stratégie en matière de maladies rares? C'est peut-être plus une donnée avec laquelle le CEPMB pourrait être amené à composer, à moduler ses algorithmes. Oui, Fibrose Kystique Canada, d'ailleurs, préconise l'adoption d'un processus d'approbation d'accès qui soit rapide et équitable pour les médicaments de précision comme le Trikafta ou comme les générations qui suivront, mais surtout dans un contexte de maladie rare. On ne peut pas se permettre, c'est un non-sens d'évaluer une molécule qui est destinée à une poignée de patients, quelque chose qui est destiné à une très grande population. Les considérations pharmaco-économiques, budgétaires, même démographiques, ce ne sont pas du tout dans le même contexte. Donc, la stratégie visant les maladies rares qui est mentionnée dans le rapport Hoskins, c'est un engagement que le gouvernement a pris dans son budget fédéral en 2019. Ça a été remis dans les lettres de mandat au ministère de la Santé, puis avec un objectif qui est une mise en place prévue pour 2022-2023. Donc, ça, c'est au niveau fédéral. Au niveau provincial, le Québec, on l'a vu lors de la Journée internationale des maladies rares le 29 février dernier, ont fait l'annonce qu'ils allaient aller de l'avant avec l'implantation de la stratégie en maladies rares au Québec, justement pour doter ce processus, non seulement le processus d'évaluation, mais aussi toute la trajectoire de soins des patients qui sont atteints d'une maladie rare pour qu'il y ait des mécanismes adaptés. Donc, le CEPMB, lui, a été invité par le gouvernement du Canada à réduire les prix des médicaments coast to coast, vraiment pour mettre la table pour le National Pharmacare. Mais une stratégie en maladie rare viendrait être une pierre angulaire d'une telle stratégie. Donc, le modèle national qui est envisagé, ça ne facilitera pas nécessairement l'apparition des molécules sur les listes des payeurs en fibrose kystique s'il est dépourvu de cette stratégie. Donc, il faut continuer vraiment à mettre la pression parce que c'était des engagements du passé que, vu l'actualité d'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Donc, et ça fait encore partie des priorités qu'on souhaite porter pour le bien de notre communauté. Donc, si vous voulez participer, écrivez-nous. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir. La voix de tous est la bienvenue. Tout à fait. Là, on parle des instances gouvernementales, mais il y a un fabricant, ce médicament-là. Donc, Vertex est fabriqué par... donc, Orkambi, Trikafta, Symdeko est fabriqué par un fabricant qui est Vertex. Pourquoi l'entreprise n'a pas présenté de demande encore? C'est quoi son rôle dans tout ça? D'excellente question à poser à Vertex. D'après les discussions que nous avons menées avec Vertex, nous savons que la société est frileuse à l'idée de présenter une demande du fait du climat d'incertitude entourant les modifications du CEPMB. C'est ce que leurs représentants nous ont clairement dit. Toutefois, nous nous employons à signaler les difficultés au gouvernement des différentes instances canadiennes et au CEPMB et à solliciter leur soutien pour que Trikafta fasse l'objet d'une procédure accélérée lorsque Vertex aura présenté une demande d'approbation. L'idée semble avoir trouvé un écho favorable. Alors, nous continuons d'exhorter Vertex à présenter une demande d'approbation auprès de Santé Canada aussitôt, tout de suite.
notre communauté n'a pas ménagé ses efforts et nous avons besoin que tous les acteurs passent à l'action et garantissent l'accès à ces médicaments aux Canadiens qui en ont besoin maintenant. Tout à fait. Et il y a d'autres, comme je mentionnais, il y a d'autres modificateurs du gène qui existent. Donc, c'est quoi le lien avec pour les négociations sur Orkambi puis Kalydeco, par exemple? Ben, on en a parlé tout à l'heure, le CEPMB a cette aura sur le processus, mais vraiment dans les phases initiales là, du processus. En fait, c'est un board, c'est un organe indépendant qui flotte. Il sert un peu de chien de garde tout au long du processus. Il fixe le prix maximum. C'est l'étape qui suit l'approbation par Santé Canada, là, où il y a cette négociation avec l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique qui représente toutes les provinces. Donc, en ce moment, on a vu Orkambi, Kalydeco vont pouvoir être au menu, si on veut, en vue d'une négociation pour ensuite, changer la donne au point de vue de l'algorithme pharmacoéconomique, de la promesse de valeur thérapeutique et tout le reste, afin d'espérer voir ces modulateurs arriver sur la liste des différents payeurs au niveau des provinces. Donc, on considère vraiment que les négociations aussi pour Orkambi et Kalydeco, c'est comme placer la première pierre. C'est comme on amène rapidement Trikafta dans un contexte où les générations qui viennent de passer avant ont passé cette étude et ont démontré tous les bienfaits de cette approche thérapeutique-là. Trikafta, qui en est la nouvelle version bonifiée, ça fait partie, si on veut, de l'écosystème complet. Donc, c'est de très bon augure. Parfait. Puis, je pense que John, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Là. Il y a une décision juridique qui a été rendue récemment par rapport à certains modulateurs. Est-ce que vous pensez que ça va influencer les lignes directrices du CEPMB? Peut-être aussi, vous pouvez nous faire un petit résumé de cette décision de justice-là en même temps. John, je pense que ton micro est à off. Et voilà. Merci, Catherine. En effet, il y a plusieurs batailles dans les cours qui avancent. Dans ce cas-là, ça, c'est une cause qui a été avancée par l'Association des fabricants des médicaments brevetés. Dans sa décision, le juge précisait essentiellement que le mode de calcul des prix nets proposé par le CEPMB ne relevait pas du champ d'application sur la loi sur les brevets. Alors, c'est hors le champ d'activité pour le CEPMB. Le CEPMB examine actuellement la décision pour en évaluer les répercussions, mais à l'heure actuelle, il ne semble pas croire que c'est nécessaire de modifier substantiellement les lignes directrices provisoires de juin 2020. Le CEPMB a invité les intervenants à faire part de leur avis sur l'importance de la décision dans leurs observations écrites dans le cadre de la consultation en cours sur les lignes directrices provisoires du juin 2020. Les parties de ce contrôle judiciaire ont jusqu'au mois de septembre de cette année pour interjeter l'appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale. Dans notre réponse, on a demandé que les facteurs économiques, y compris les calculs des prix nets, soient examinés par un tiers indépendant et qu'ils ne soient pas mis en œuvre maintenant. Ce serait tout à fait logique. Puis, quelles sont les prochaines étapes pour Fibrose Kystique Canada maintenant? On reprend là où on l'a laissé un peu plus tôt au printemps, c'est-à-dire que je reconnais certains noms là, dans la liste des participants. On a lancé le défi des circonscriptions au printemps, le fameux hashtag la FK n'attend pas, au cours duquel, avec notre réseau de défenseurs des droits, on a rencontré plus de 40 des députés au pays. Là. Au Québec, c'était près d'une vingtaine qu'on a rencontrés, mais on avait aussi rencontré des employés clés des bureaux des députés. Bon, les employés, le personnel des députés ne compte pas comme un député officiel, mais reste que ça nous avait permis de faire des avancées notables, de parler aux bons intervenants qui siègent sur les bons comités, tant au sein du parti au pouvoir qu'au sein des oppositions. Là.
Et plusieurs députés durant ce processus-là nous ont indiqué que l'action qui avait été menée par la communauté fibrokystique depuis le jour 1 avait vraiment contribué à retarder la mise en œuvre des lignes directrices du CEPMB, puis aussi à arriver à cette deuxième mouture. Ils sont quand même retournés à la table à dessin durant le processus. On ne peut pas s'attribuer tout le mérite parce que c'est un effort global qui a été fait par toute la communauté de patients au pays. Mais certes, quand tout le monde ajoute sa voix, ça fait avancer la cause. Là, en ce moment, on en a parlé, on demande aux membres de notre communauté de faire circuler cette lettre, en fait, d'envoyer cette lettre d'appui à nos recommandations afin qu'on puisse lancer une espèce de stratégie de mobilisation des députés pour leur rappeler, avec le poids du nombre de ces lettres-là, toute l'importance de soutenir nos recommandations. Parce qu'au final, on n'est pas contre le CEPMB. Le CEPMB a un objectif, une mission qui est très louable si on veut avoir un système de santé qui peut suivre le rythme imposé par la modernité de la vie d'aujourd'hui. Mais il doit le faire avec un certain équilibre et c'est ce qui apparaît dans nos recommandations. Et on travaille aussi avec le gouvernement fédéral puis les provinces en ce moment pour accélérer l'accès à Trikafta, oui, mais faire des précédents grâce aux négociations ouvertes là, qui ont lieu au point de vue de Calideco puis Orcambie. Trikafta, idéalement, dans un monde parfait, là, aurait pu faire partie de tout ça, mais c'est que partie remise à la vitesse où les choses avancent. Là. Donc, on continue de maintenir la pression à tous les niveaux. Hein? Au provincial, au Québec, il y a eu un remaniement ministériel qu'on voit pas que l'ancienne administration ne faisait pas un excellent travail. Ils ont fait avancer la cause des maladies rares, mais là, c'est le temps d'implanter tout ça et de livrer dans cette deuxième partie de mandat au provincial. Donc, il faut pousser à tous les niveaux et on a la chance de pouvoir compter sur une communauté qui n'hésite pas à embarquer avec nous. Donc, continuons ensemble. Puis, je vais juste rappeler, j'ai mis le lien pour accéder à la page web pour que vous puissiez télécharger le modèle de lettre et l'envoyer au CEPMB avant le 4 septembre. Donc, le lien est dans la chat room du webinaire. Là, on parle... Le 4 août. 4 août, pardon. Pas 4 septembre. Moi, je suis déjà rendue au mois de septembre. Donc, là, on parle beaucoup de Trikafta. Pourquoi le débat tourne énormément autour de Trikafta, puis qu'est-ce qu'il y en est des autres modulateurs? Une très bonne question. Et ce n'est pas juste une question des autres modulateurs. Si Trikafta est actuellement sur le devant de la scène, c'est parce que c'est l'un des premiers médicaments très innovants dans le tuyau à être directement concerné par la nouvelle réglementation. En fait, la dénonciation des problèmes est utile non seulement pour les Canadiens et Canadiennes atteints de fibrose kystique, mais aussi pour l'ensemble de la population. Les changements affectent certes Trikafta maintenant, mais ils auront également des répercussions semblables sur tous les nouveaux médicaments de pointe à l'avenir. Et l'ensemble de la population au Canada devrait s'en inquiéter. Toutefois, Fibrose Kystique Canada pour l'accès à tous les médicaments contre la fibrose kystique. L'un de ses objectifs est d'améliorer l'accès aux modulateurs existants qui sont accessibles par trop peu de Canadiens. Nos patients et les gens plus généralement, les patients canadiens, méritent un système qui leur permette d'avoir accès à de nouveaux médicaments salvateurs. Ils ne doivent pas se contenter d'un système qui retarde ou empêche injustement ou inutilement l'accès de ces médicaments. Alors, nous continuons de défendre l'accès aux modulateurs existants dans tous les provinces. Grâce aux efforts de sensibilisation menés par notre communauté, nous avons obtenu une victoire supplémentaire au mois de juin, dont on a parlé, qui a été soulevée tantôt, quand l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne et Vertex ont convenu d'entamer les négociations au sujet de Kalydeco et d'Orcambie, qui sont déjà approuvées par Santé Canada. Comme aucun calendrier n'est prévu pour ce type de négociation, nous faisons pression sur les gouvernements provinciaux pour accélérer les discussions. Si vous souhaitez savoir comment apporter votre aide ou participer, envoyez-nous un courriel, contactez Fibrose Kystique Canada au bureau central
ou bien courriel advocacy@cysticfibrosis.ca. Pour l'instant, les négociations portent uniquement sur Kalydeco et Orkambi, mais nous espérons qu'elle inclura Trikafta aussitôt que le fabricant soumette le médicament au processus d'approbation. Comme vous savez, ils ne l'ont pas encore présenté à Health Canada. Ben, merci énormément pour ces réponses qui, j'espère, en ont éclairé beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, et est-ce que Olivier aurait-tu des commentaires à dire pour conclure? Ben, j'ai eu la chance d'échanger avec plusieurs personnes de notre réseau de défense des droits qui, malheureusement, ne pouvaient pas être des nôtres ce soir, là. Vacances de la construction oblige. Mais plusieurs me posaient la question, qu'en est-il du rôle de nos cliniques, nos médecins? On ne les entend pas, ils ne prennent pas position, nos médecins. Comment ça se fait qu'on a l'impression que c'est la communauté qui porte la voix seulement de ce combat-là? Puis c'est dommage que les gens arrivent au point de se poser cette question-là parce que nos cliniciens, nos chercheurs, nos équipes de soins, ils en font tellement. Mais tout ça dans l'arrière-scène. Le devant de la scène pour une équipe clinique, pour une clinique FK, c'est les soins apportés aux patients. Mais ils ont dans leur pratique professionnelle ce devoir de surveiller leur pratique et de s'assurer qu'ils le font dans des conditions gagnantes. Et ils sont très au fait justement des changements des règles du CPMB et de l'impact négatif que ça pourrait avoir sur la communauté. Donc, c'est une question qui est revenue assez souvent parce qu'on le sait, leur rôle est important, leur opinion a un certain poids et ils sont membres du réseau. Sachez qu'ils sont très actifs. Donc, nos médecins, surtout dans un contexte québécois où les modulateurs de la génération précédente, là, Orkambi, Syndeco, Kalydeco plutôt, sont disponibles via le patient d'exception, ce programme, ce corridor d'accès distinct qui nécessite quand même de monter un bon dossier clinique. Là. Et ça, c'est le clinicien qui va le faire, qui va porter l'intérêt du patient aux yeux justement de la RAMQ en disant s'il y a indication, c'est la molécule qui ferait la différence pour ce patient-là. Donc, à chaque fois qu'il y a un de ces dossiers qui atterrit sur le bureau des autorités, c'est une action concrète posée par vos cliniciens. Donc, sachez que c'est un combat qui est porté par toute la communauté, y compris les équipes de soins. Il se passe beaucoup de choses dans l'arrière-scène par respect de tous ceux qui sont assis autour de la table. Le but, ce n'est pas de se faire des ennemis dans ce processus-là, c'est d'être juste et équitable. Et on peut compter sur tellement plein de personnes qui sont généreux de leur temps, puis de leur savoir, puis de leurs compétences qu'on est un très beau groupe à voir aller, puis il y a tout le monde autour de la table. Donc, pour ceux qui ont cette question-là, qui semble revenir, sachez que tout le monde pousse ensemble. C'est un très bon point, Olivier. Je dirais il y a plusieurs exemples des médecins qui nous aident à plaidoyer, dont les conférences de presse qu'on a eues au printemps. On a eu plusieurs directeurs de cliniques qui ont participé à ça, et médecins. Lorsqu'il y avait le lancement le programme d'accès compassionné autour de Noël, ils ont eu plusieurs communications pour presser pour que ça soit lancé le plus tôt possible et pour signer des patients. Il y a un groupe de médecins à Alberta actuellement qui sont en train de plaider avec le gouvernement pour un accès à Kalydeco et Orkambi accru dans cette province-là. Une des barrières pour eux autres, c'est qu'actuellement, il n'existe pas une société de médecins de fibrose kystique au Canada. Et c'est une des affaires qu'on va faire. On va travailler avec nos médecins pour créer un instrument, si vous voulez, un outil où on va pouvoir augmenter le pouvoir de leur voix. Ils sont très, très respectés par les gouvernements et par les bureaucrates. Alors, on va chercher un moyen de pouvoir amplifier leur voix.
Puis aussi, derrière une clinique FK, il y a plein d'autres professionnels de la santé auxquels on ne pense pas. Le pharmacien de centre hospitalier, c'est une personne clé dans l'enjeu et ils sont au courant et ils souhaitent la même chose. Un système de santé qui va pouvoir être pérenne, mais qui est capable aussi d'accompagner les priorités des patients en fonction de l'évolution de l'innovation en santé. Et c'est ce qui est souhaitable pour tout le monde. En ce moment, le mot fibrose kystique et Trikafta semble être le case study, le cas d'étude pour l'enjeu, parce que c'est une question de timing. On est le champ thérapeutique qui, au moment où la plus grande avancée médicale et thérapeutique attendue depuis des années se pointe le nez à notre frontière, il y a ce changement de règles qui crée un flou qui, malheureusement, nous fait prendre du retard sur d'autres juridictions qui, normalement, vont sans doute pouvoir y avoir accès avant nous. Donc, c'est sûr qu'on se réjouit à chaque fois qu'une juridiction a accès à ce traitement-là, mais en même temps, on veut faire partie du groupe. Puis c'est vrai pour la fibrose kystique, mais c'est vrai aussi pour tous les autres champs thérapeutiques. On n'a qu'à penser à l'oncologie ou d'autres maladies. Tous vont être impactés parce que la médecine d'aujourd'hui tend de plus en plus à se personnaliser. Puis John, on a échangé là-dessus à plusieurs reprises. Même une maladie des plus communes comme le cancer du sein, en quelque sorte, à cause de la segmentation génétique, en fibrose kystique, vous êtes très, très, très au fait de ça. Vous savez toutes quelle mutation vous avez. Mais à ce moment-là, on se retrouve toutes dans une espèce de maladie rare propre à notre mutation génétique parce que la médecine devient personnalisée. Donc, il faut moderniser les règles qui entourent l'accès aux soins et aux traitements pour justement accompagner l'innovation qui existe sur le terrain. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la pointe de l'iceberg. Nos chercheurs sont tellement bons et avancent à un rythme fou. Il faut avoir un système qui est assez flexible et maniable pour pouvoir suivre la musique pour le bénéfice des patients. Tout à fait. Donc, on fait des pas de géants et il faut qu'on ait un système qui suit ces pas de géants-là. Donc, j'en ai une petite question rapide dans le Q&A qui était si j'ai déjà envoyé une lettre avec le modèle de CF GetLoud, est-ce que je peux le faire aussi avec le modèle de Fibrose Kystique Canada? Bien entendu, la réponse, c'est oui. Donc, même si vous avez déjà envoyé une lettre avec le modèle de CF GetLoud, faites-le avec notre modèle aussi. Plus on est, mieux c'est. Plus on est de voix, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas à la faire entendre votre voix. Donc, surtout que les lettres visent deux objectifs différents. Celle qu'on va publier vise à donner appui aux recommandations de notre soumission. Celle de CF GetLoud, qui est tout aussi pertinente pour l'exercice global de revoir le CEPMB, faites-le parce que c'est pointer du doigt deux enjeux au sein de ce grand enjeu. Exactement. Donc, c'est ce qui met fin ce soir à notre webinaire spécial CEPMB. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire donc à l'adresse advocacy@cysticfibrosis.ca. Il y a une équipe au complet qui va pouvoir vous répondre en français comme en anglais. Et si vous voulez écrire au bureau, dans le fond, du Québec, vous pouvez écrire au info@fkq.ca. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. Le webinaire va être enregistré. En fait, il a été enregistré. Il va être disponible sur notre site web sous peu. Et j'aimerais remercier Olivier et John de vous être prêtés au jeu et d'avoir été aussi informatifs. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le CEPMB et nos recommandations, tout est sur notre site web. Il y a une grande bannière quand vous entrez sur notre site web. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir toute l'information. Donc, au fibrosekystique.ca. Merci énormément tout le monde et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci tout le monde. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir.